14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio. On parle toujours de l'intelligence. Alors certes, mieux vaut être intelligent pour réussir sa vie. Néanmoins, lorsqu'il s'agit du domaine affectif, l'intelligence pure, comme on dit, n'est pas forcément un atout parce que des enquêtes ont prouvé que les personnes très intelligentes n'étaient pas forcément très habiles dans leurs relations. En effet, pour réussir sa vie affective, mieux vaut avoir une intelligence émotionnelle et cette dernière n'est pas toujours en rendez-vous. Alors on va voir en quoi consiste cette intelligence émotionnelle ou relationnelle et c'est en compagnie de Catherine Emlé-Périssol qui a beaucoup étudié nos émotions. Dans un couple, la plupart des malentendus, les difficultés de communication ont souvent pour racine ces malentendus. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un manque d'intelligence émotionnelle ? On va voir ça dans un instant. Mais en fait, ça veut dire qu'on ne comprend pas immédiatement les émotions du partenaire, comme d'ailleurs on ne se rend pas forcément compte qu'on est en colère ou qu'on est particulièrement triste. Alors on ne comprend pas pourquoi tout à coup on monte la voix, pourquoi tout d'un coup on s'énerve. Eh bien, c'est tout ça qu'on va essayer de vous expliquer. Et si vous avez envie de mieux ressentir et de mieux interpréter vos émotions, eh bien venez nous rejoindre. Vous nous appelez au 0826 300 300. Catherine Emlé-Périssol, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin, homéopathe, psychothérapeute. Vous avez beaucoup travaillé sur les émotions et écrit de beaux livres justement. Et j'aime particulièrement ma Bible des émotions aux éditions Le Duc. Je le dis chaque fois que vous venez. Nos émotions, elles sont inhérentes à la vie humaine. De toute façon, on ne peut pas les cacher, les inhiber. Et pourtant, peu de gens se rendent compte à quel point elles sont source de malentendus. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis pleinement d'accord avec ça. Il y a une incompréhension. Quand il n'y a pas de déni de l'émotion, il y a très souvent une incompréhension du sens réel, profond, intime du système émotionnel, parce que c'est un système dans le système nerveux, et qui a vocation effectivement à intervenir dans notre relation aux autres, mais notre relation à notre environnement, dans un sens bien établi, je dirais, que chacun peut voir à l'œuvre, puisqu'il s'agit de répondre à la propre survie de son être. Et donc, être ému, c'est d'abord manifester, pas simplement des ressentis, mais manifester un comportement, manifester une façon d'être en relation qui témoigne d'un désir d'être vivant, d'un désir d'avoir une place, d'un désir d'être en accord, si possible, avec l'environnement. Donc, c'est ce désir qui n'est pas compris, qui n'est pas entendu et qui est le plus souvent confondu avec ce qu'on attend de l'autre, ou notre propre frustration à ce que l'autre ne corresponde pas à ce qu'on attend, le plus souvent à ce dont on rêve. Donc c'est toute cette incompréhension et qui est vraiment pas simplement une incompréhension, c'est une méconnaissance. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je pense que nous pouvons agir pour justement apporter une connaissance plus juste, non pas psychologique simplement, mais une connaissance de ce que signifie être ému. Alors, vous en parlez d'ailleurs dans la Bible des émotions, de ce qui se passe dans le corps lorsqu'on est en colère, lorsqu'on est triste, etc. On parle quand même plus aujourd'hui de l'intelligence émotionnelle, mais ça reste encore quelque chose d'assez complexe, je crois, pour ceux qui nous écoutent. On peut conseiller d'ailleurs le livre de Daniel Goleman, qui en parle très très bien. Qu'est-ce que vous donneriez, comment vous expliquez à ceux qui nous écoutent ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, justement ? Alors, Goleman était journaliste, donc il a vraiment beaucoup travaillé avec des neurologues, des psychiatres, des psychologues, etc., pour mettre en valeur et développer le concept d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire donnant à voir que il y a une certaine façon d'entrer en intelligence dans la relation, non pas intelligence au sens d'un savoir, d'une cognition, de compétences particulières, mais d'une façon d'entrer en rapport avec là ce qui est vivant, ce qui est troublé, ce qui est tendu, ce qui est douloureux, et de pouvoir entrer dans la relation
sans être au contraire dans un désir d'intervention, pour calmer, pour éviter, etc. Donc l'intelligence émotionnelle que Goleman propose, il y a des moyens, et la plupart du temps sont des moyens de compréhension, des moyens d'écoute, pour parvenir avec cette situation à haut niveau, souvent émotionnel, de pouvoir néanmoins rester en relation. Donc il suit aussi les travaux d'un grand monsieur qui s'appelait Carl Rogers et qui a proposé d'apprendre très tôt, parce qu'il proposait ça évidemment pour les enfants, mais d'apprendre très tôt à entrer en rapport avec sa propre émotion, et comment mieux on rentre en rapport avec sa propre émotion, plus il nous est possible d'entrer en rapport avec l'émotion de l'autre. Et dans la Bible des émotions, évidemment, on reprend ça, mais surtout, je les déploie avec les connaissances en neurosciences qui nous permettent de mieux comprendre les mécanismes, de mieux comprendre notamment tout ce qui relève de la mémoire explicite, c'est celle à propos de laquelle nous pouvons parler, mais que nous possédons nous aussi une mémoire implicite, c'est-à-dire là où nous n'avons pas de mots pour raconter un événement quelconque, mais qui pourtant, cette mémoire implicite est très présente et oriente, un peu comme une boussole, la plupart de nos comportements, la plupart de nos habitudes relationnelles ou de nos choix, et qu'il est important de pouvoir la prendre en considération, et pour ça de décoder les émotions qui nous animent et, j'ai envie de dire, les évidences avec lesquelles nous agissons et nous réagissons, alors que ce ne sont des évidences que pour nous. Ce sont des évidences qui sont, tant que je maîtrise la situation, ça va. Tant que je ne parle pas de ce qui ne va pas, ça va. Donc nous sommes dans ces habitudes comportementales-là, et faute de pouvoir les décoder, eh bien, nous sommes un peu comme le hamster dans sa roue. Nous tournons toujours dans le même sens, et nous n'ouvrons pas, nous ne nous ouvrons pas à la relation, à l'écoute, et donc à cette fameuse intelligence émotionnelle que potentiellement nous avons tous en nous. Donc, qui à la fois s'éduque, le plus tôt est le mieux, et qui à la fois s'éprouve par le corps. Évidemment, et c'est ce que je dis souvent, le corps ne ment jamais, faut-il encore savoir l'écouter. Alors on va donner la parole à tous ceux qui nous écoutent, enfin en tout cas tous ceux qui ont envie de communiquer, et puis on va essayer d'avancer ensemble pour améliorer notre intelligence, je vais dire relationnelle plus, parce qu'après tout, même dans la vie courante, on est confronté justement à nos émotions. On fait une petite pause, 0826 300 300, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je rappelle que vous pouvez également envoyer un SMS, Brigitte 7 20 18. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, écoutez le Grand Matin Sud Radio et ayez un temps d'avance en gagnant votre 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons l'intelligence relationnelle en compagnie de Catherine Emlé-Périssol, médecin et spécialiste des émotions. On va commencer avec vous, Marlène. Je crois que c'est votre compagnon qui est très en colère. Marilyn, pardon, excusez-moi. Oui, bonjour. Merci de prendre mon appel. Bonjour à vous deux. Oui, effectivement, je connais mon compagnon depuis maintenant 15 ans, avec lequel je ne vivais pas. Parce que les relations, la communication est extrêmement difficile par moment. On n'arrive pas vraiment à avoir des échanges fluides. Il y a beaucoup de colère, surtout de sa part, et ça engendre de la colère également chez moi en réponse. La communication se fait uniquement en mode agressivité. J'ai beaucoup de frustration et je ne sais pas trop comment sortir de ça. Malgré un travail personnel que j'effectue et que je continue d'effectuer, ma colère s'apaise, mais dès que je me sens en contact avec lui ou qu'il me tape sur des sujets, voilà, le mot attaquer déjà, je me défends et forcément c'est agressif. Vous étiez d'une nature plutôt colérique de toute façon? Oui. Oui.
Donc, oui, j'étais d'une nature colérique, effectivement. Donc ça fait longtemps que je travaille quand même dessus. Cette colère est liée essentiellement à un trauma, et aussi un trauma, oui, très grave. Et ça a généré beaucoup de colère chez moi que j'ai traité par différentes techniques, qui s'est atténuée au fil des temps. Et aujourd'hui, enfin depuis quelques temps, cet homme, c'est de pire en pire. La communication, en fait, tout m'énerve. Quand il me parle, j'ai l'impression que je me sens attaquée. Ouais, c'est tout le temps ça. Il n'y a pas un mot gentil, il n'y a pas de reconnaissance. Je me sens tout le temps obligée de me défendre. Peut-être que c'est aussi une question de survie pour vous. On sait, je crois, Catherine Emlé-Périssol, que deux personnes qui ont tendance à être un peu colériques, c'est pas une bonne idée de se mettre ensemble. Chacun va vérifier ce qu'il craint en étant ensemble, et que un ton de voix, un regard, une absence de gentillesse sont suffisants pour mettre le feu aux poudres. Et ça fait comme deux aimants qui se cherchent mais qui se repoussent en même temps. Donc effectivement, ça rend la relation très difficile. Il y a, je dirais, cette pratique qui peut se faire, et dans le cadre thérapeutique, c'est le fait de jouer, de faire des jeux de rôle, c'est-à-dire d'essayer de se mettre à la place. Je dis essayer parce que jamais on ne peut se mettre à la place de l'autre, qui a sa propre histoire et ses propres habitudes mentales, comportementales, etc. et sa propre sensibilité. Mais le fait d'oser entrer dans ce jeu de rôle mais qu'est-ce que sent l'autre, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qui lui arrive. Dans la colère, nous nous réfugions à l'intérieur de nous-mêmes et nous cherchons désespérément à occuper une place, un territoire, un peu de façon animale, il faut reconnaître. Et à aucun moment nous ne faisons ce geste qui consiste à et l'autre, mais qu'est-ce qu'il attend? Peut-être que ce qu'il attend, on ne parle que de lui, mais peut-être que ce qu'il attend pourrait aussi en partie dépendre de moi. Donc la relation, pour qu'elle puisse s'apaiser, idéalement, évidemment, les deux auraient intérêt à faire ce type de travail. Mais déjà, lorsqu'on est face à quelqu'un qui est frontalement avec lequel on est frontalement en conflit, une des voies, c'est aussi de dire mais qu'est-ce qui se passe chez lui, d'essayer d'écouter un peu son monde. Tant qu'on n'écoute pas le monde de l'autre, on ne fait que être envahi par le sien propre, et qui est douloureux, qui est en manque, qui est je suis pas considéré, et c'est injuste, et donc c'est un rapport de conflit qui ne peut être traité à partir du moment où il vous est possible de non pas de pénétrer, mais de vous mettre à l'écoute du monde de l'autre, du monde de votre compagnon. Mais est-ce que vous avez encore envie de ça, Marilyn? Je crois que j'ai plus tellement d'énergie, malheureusement, pour ça, parce que la personne, elle est beaucoup auto-centrée. Et malgré un travail fait en commun avec une psychologue, enfin quelques séances en tout cas, qu'il a daigné accepter, où il a fait que dire « j'entends, oui, j'entends, je prends bonne note », je pense que c'était déjà mal parti, quoi. Il n'a pas été partie prenante du tout dans ces séances, malheureusement pour moi, qui en attendait beaucoup. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si mon énergie qui me reste, je dois vraiment, à quoi je dois la mettre, quoi, pour que j'aille mieux. Alors, moi, le conseil quand même que je peux vous donner, Marilyn, parce que quand il se met en colère maintenant, je suppose que vous voyez tout de suite, avant même que ça monte, qui va se mettre en colère, je suppose. Hein. Vous le connaissez par cœur. Oui, des fois, c'est un peu stressant, c'est que c'est peut être une personne qui est bien qui est très bien toute la journée, et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, ça va être l'étincelle. D'accord, donc c'est très soudain. C'est très soudain Oui, c'est soudain. D'accord, oui. Donc oui, là, ça peut être soudain. Donc là, c'est quand même plus compliqué. Et vous n'avez pas repéré quels sont les éléments qui peuvent le mettre en colère? J'arrive pas vraiment à le repérer. Ça peut être n'importe quoi. C'est parce que j'ai renversé un verre d'eau. Vous voyez, c'est des choses anonymes. C'est ça qui est inquiétant. Moi, j'ai l'impression que ça dénote presque d'un problème psychiatrique de ce que vous racontez.
c'est pour ça que je ne sais plus quoi faire, parce que si c'est tel est le cas, dont j'ai aussi des doutes au fond de moi, le corps doit parler ou je ne sais quoi, c'est vrai que je commence à être de plus en plus avec des maux de ventre, parce que je ne sais pas pourquoi, à quel moment, est-ce qu'il va être bien, est-ce qu'il va pas être bien, est-ce qu'il est bipolaire, ça peut faire penser à ça, mais il est violent par moment avec vous, ou c'est uniquement par sa colère? Pas de violence physique, mais ça peut être de la violence verbale, oui. Parce que là quelque part, c'est jamais bien ce que je fais. Oui, il y a quand même de la maltraitance, quoi qu'on en dise. Oui, je peux dire ça. Oui, il faut que je dise oui, c'est vrai. Oui, c'est de la maltraitance verbale, oui. Bah oui, donc. Et puis il peut être adorable, comme un homme qui tape. Oui, c'est effectivement mon père frappait ma mère. Il pouvait être extrêmement adorable dans les 5 minutes qui suivaient, quoi. Là, j'ai l'impression d'être un peu dans ça, quoi. Oui, moi je crois dans un premier temps, parce que moi je suis jamais pour dire qu'il faut que vous partiez, c'est pas à moi de prendre cette décision. Ce que vous pouvez peut-être faire quand même, c'est de travailler sur ce choix de compagnon qui parle évidemment de votre propre histoire, pour essayer de comprendre si cette rencontre, elle a fait le travail que vous aviez envie et besoin de faire, et à ce moment-là, vous pourrez plus facilement, je pense, réagir comme il faut pour vous. C'est un peu moi je pense que c'est dans ce sens-là que j'ai envie de vous guider. Catherine Emlé-Périssol, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Marilyn? C'est tout à fait dans cette optique de déjà il y a votre propre histoire, et donc vous ne pouvez agir qu'à partir de votre propre histoire. Et quand je disais mais aller à la rencontre du monde de l'autre, c'est effectivement de non pas le comprendre et donc lui pardonner, je ne sais quoi, c'est pas du tout de ça dont il s'agit, c'est d'aller écouter, d'aller saisir ce qui se joue entre vous et son comportement, puisque j'entends combien dans vos propos, c'est comme si toute votre attention était portée sur lui. Lui, ce qu'il fait, lui, ce qu'il dit, lui, ce qu'il ne dit pas, lui, ce qu'il ne fait pas. Et donc, en étant dans cette attention-là, déjà, vous vous perdez de vue vous-même. Et quitte à poser effectivement votre attention sur lui, à ce moment-là, il est important, puisque vous-même avez été enfant confronté à la violence de votre père, d'aller révéler c'est quoi l'enjeu de la violence de la violence de votre père, mais la violence de ce compagnon. Qu'est-ce qu'il dit dans cette violence? Qu'est-ce qu'il dit de lui, de manière à pouvoir vous détacher vous-même de cette habitude dans laquelle vous êtes, de façon, j'entends, très récurrente, inquiète de à quel moment il va réagir, à quel moment il va exploser. Et donc, il est important que vous fassiez ce travail pour que vous-même puissiez vous distinguer et sortir de cette habitude dans laquelle votre attention est focalisée sur lui, plutôt que d'être centré en vous-même. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est ce qu'on peut vous conseiller, Marilyn. En tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné, parce que je sais que votre témoignage parle sans doute à beaucoup d'autres personnes. C'est assez terrible de vivre avec quelqu'un qui tout d'un coup se met en colère sans qu'on sache exactement pourquoi. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil. On va parler de l'attachement sécure, le fameux attachement sécure. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye? 0826 300 300. Lahaye Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Catherine Emlé-Périssol, on va parler de l'attachement sécure. Vous savez exactement, évidemment, de quoi il s'agit. On considère qu'il y a à peu près presque 60% de gens qui ont un attachement sécure grâce à une éducation et un milieu familial suffisamment bon. Alors, mon Love Conseil va plutôt parler de comment ça se caractérise, cet attachement sécure. Alors, généralement, il y a plutôt une assez bonne estime de soi, une confiance en soi et une confiance dans la vie, une capacité à exprimer plus facilement ses besoins et ses sentiments, et puis savoir se poser et s'affirmer sans craindre de trop le conflit, c'est-à-dire qu'on est apte à dire non ou à dire oui suivant nos propres désirs. Être
être apte à être dans l'intimité avec soi, avec ses proches. Par exemple, le toucher. Hein. Les gens qui ont un attachement sécure se sentent moins agressés si quelqu'un va leur toucher l'épaule ou avoir un geste corporel. Et puis, on est généralement, quand on a un attachement sécure, plus apte à entendre les besoins des proches sans pour autant se sentir obligé de les combler. Et ça, c'est intéressant à comprendre aussi, parce que quelqu'un qui veut absolument toujours faire plaisir à l'autre et tout faire pour l'autre, c'est généralement parce qu'il n'a pas un attachement suffisamment sécure. Alors évidemment, normalement, l'attachement sécure, ça donne un juste équilibre entre soi et les autres. Vous voulez ajouter quelque chose? Non? Non, ça me semble complet comment dire, c'est une définition, mais en tout cas comme façon de considérer effectivement la nature. Alors, ce que je pourrais ajouter, c'est que ce que vous décrivez n'est jamais complet. Et non. Selon les personnes, ça peut être plus de l'estime, ça peut être plus de... Ce qui est vrai, c'est qu'il y a... quand l'attachement a été suffisamment sécure, il y a un rapport à soi dans la relation avec l'autre qui est plus souple, plus ouvert, plus prêt à entrer dans la discussion, écouter, avec une curiosité de ce que vit l'autre, une curiosité aussi de ce que nous vivons nous-mêmes. Voilà. Mais évidemment, nous ne cochons jamais toutes ces cases. Et comme vous, j'insiste sur le fait de décoder les besoins de la personne ne signifie en rien que nous avons à les satisfaire. Ça signifie que nous les décodons et que nous sommes capables de les écouter, voire nous sommes capables de les restituer à l'autre comme étant ce que tu voudrais, ce que tu aimerais, c'est ça. Bien sûr. Tu attendrais de moi, c'est ça. Donc ça, c'est une très très grande capacité, et dans le registre de l'intelligence relationnelle, ce point-là est absolument fondamental. Et on voit bien du coup comment c'est plus simple d'être dans une bonne intelligence relationnelle si on a eu la chance d'avoir un attachement sécure. Simon est avec nous. Bonjour Simon. Bonjour Brigitte. Et voilà, et oui, Catherine, moi c'est vrai que qui est avec nous. et Catherine, pardon, excusez-moi. Bonjour. Je vous en prie. Oui, justement, on parlait de l'attachement sécure. Alors moi, c'est vrai que voilà, je me rends compte, je l'ai pas forcément, en vous écoutant, je l'ai pas complètement. Évidemment, j'ai peut-être tendance à vouloir. Alors ça, je sais, c'est vrai que j'ai une capacité peut-être à reconnaître facilement les besoins de l'autre. Voilà, mais qui est quand même déjà une preuve d'un attachement assez sécure, parce que si vous avez la possibilité de reconnaître les besoins de l'autre, c'est que déjà vos besoins ne sont pas complètement écrasés, inhibés, parce que quelqu'un qui ne peut pas reconnaître les besoins de l'autre, c'est tellement ses besoins se passent en premier, vous voyez. Ouais. D'accord. Donc, oui, bon, c'est déjà ça. oui, non, mais donc vous êtes certainement dans un attachement plutôt sécure, bien sûr. D'accord. Bon, après, moi, justement, je me disais, j'ai tendance à vouloir justement aller combler ces besoins et puis arriver un petit peu c'est peut-être votre instinct de sauveur. Voilà, ça doit être ça, oui. Et voilà, moi c'est bon. Pour l'instant là, je suis pas en couple en ce moment, mais c'est ma meilleure amie qui a 72 ans. Voilà, on a un gros écart d'âge d'amitié, mais c'est une relation qui est très forte. Et c'est par rapport à la tristesse que moi je peux avoir, peut-être une tristesse un peu latente aussi. Et puis elle a aussi des épisodes. Elle était une ancienne dépressive, donc voilà, ça va mieux, mais c'est vrai qu'il y a encore des moments où c'est compliqué, et là c'est pas facile forcément à gérer. Forcément, je suis là, je peux que être là quand elle va pas bien. Forcément, je vais chez elle. Oui, mais vous voulez dire que quand elle va pas bien, quand elle est triste, ça déteint sur vous? Oui, voilà. Moi, c'est sûr que j'ai l'impression vraiment d'aller l'aider. Donc, je sais que je lui fais beaucoup de bien, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression que ça me coûte beaucoup d'énergie, parce que ça fait écho peut-être à des émotions que j'ai en moi, et
et ça fait un vide un peu et je me sens vidé quoi de mon énergie. Parce que c'est intéressant ce que dit Simon, parce que normalement quand on est dans l'empathie justement, on va pouvoir entendre l'émotion de l'autre, éventuellement même aider l'autre, mais on ne se sent pas envahi par l'émotion de l'autre. Vous êtes d'accord avec ça, Catherine? Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, c'est joli quand vous dites que, comme s'il y avait une part de vous qui souhaitait gérer quelque chose, gérer sa tristesse, gérer son émotivité ou gérer sa souffrance, comme si vous vous chargiez, vous, d'une intention qui consisterait à gérer. Donc là, alors je sais que c'est un mot qui est très très courant, qu'on entend beaucoup, enfin c'est quand même un mot d'entreprise, hein, mais c'est quand même un mot qui est arrivé d'un vocabulaire de la psychologie d'une façon tout à fait étonnante, comme s'il s'agissait de gérer ses propres émotions et d'apprendre à gérer les émotions de l'autre. Une émotion, ça se gère pas. Donc quand vous dites déjà, presque en passant que en venant l'écouter, vous lui faites beaucoup de bien, peut-être pouvez-vous considérer et donner de la valeur à ce bien que vous procurez en étant là, sans avoir forcément à vous charger de quelque chose qui serait au-delà, évidemment, de vos moyens. Nous n'avons pas, quelle que soit la qualité de la relation, nous n'avons pas la possibilité de soulager l'autre de ce qu'il éprouve. C'est quelque chose d'intime qui lui appartient, qui peut passer par des moments de tristesse. Ce que nous pouvons faire, c'est être là, poser notre main sur l'autre, être disponible pour l'écouter. Si elle a envie de conseils, de pouvoir lui suggérer certaines choses, et après lui avoir demandé si elle est OK. Parce que très souvent, moi, j'entends des personnes qui sont qui traversent une période difficile et qui reçoivent des amis et qui, à un moment donné, cessent de les recevoir tellement ils sont envahis par tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. C'est pas ce que demandent ces personnes-là. Elles demandent une présence qui justement va venir résonner sur un sentiment de sécurité, c'est-à-dire avec vous. Quand vous êtes là, si déjà elle se sent en sécurité, c'est formidable. Et puis je crois, Simon, qu'il faut bien comprendre la différence entre la tristesse et la dépression. Quand quelqu'un est triste, le fait d'être là, de l'accueillir, d'accueillir sa tristesse tout simplement, ça fait du bien. Quelqu'un qui est déprimé, et à plus forte raison dépressif, même si vous accueillez, ça ne lui fera pas forcément du bien. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de la maladie, vous voyez. Et c'est toujours pareil, c'est que si vous sentez qu'elle est en train par exemple, d'être à nouveau un peu trop déprimée, voire dépressive, je pense qu'il ne faut pas hésiter à l'envoyer plutôt vers un médecin. Oui, non, mais non, ça va pas jusque-là. Ça ne va plus du tout jusque-là. D'accord. Voilà. Mais c'est important. C'est important pour ceux qui écoutent de comprendre la différence. On peut vraiment soulager, en tout cas, accueillir la tristesse de quelqu'un et l'aider à se sentir relié aux autres et donc moins dans le vide, si je puis dire. La dépression, on peut pas aider l'autre. C'est triste, mais c'est un peu comme ça. Enfin, moi, je pense. Je crois que vous êtes d'accord, Catherine. Vous réagissez, parce que je peux. C'est vous qui êtes médecin en plus. Très délicate. La dépression dit quelque chose qui est au-delà de la tristesse. C'est-à-dire, on est triste d'être triste. Il y a un côté puissant fond dans la dépression, et donc, quel que soit ce qui est donné de la part de l'entourage, tombe dans ces tonneaux des Danaïdes. Donc là, il y a effectivement nécessité d'une attention et d'une parole, et chez la personne d'une reconnaissance de son état, qui peut être secondaire à une situation particulièrement, une situation de deuil, une situation de perte, une situation de burn-out, c'est une situation de excès qui aboutit à une sensation de vide et d'épuisement. Donc, il y a des facteurs qui doivent être pris en considération par la personne elle-même et effectivement par un professionnel dont c'est le métier de repérer ce qui se joue et de poser la question de peut-être la personne a-t-elle besoin d'une aide chimique, médicale, pour arriver à passer et à traverser un épisode de dépression. Donc l'entourage
doit aussi être dans la capacité de dire bon, là, c'est ma venue et ma tendresse ne suffisent plus, ou mon amitié ne suffisent plus. Il y a quelque chose à faire en plus. Mais je crois que vous avez senti la différence visiblement, vous, Simon. Oui. Après, je me pose la question pour moi-même justement. Il y a des personnes là. Par exemple, aujourd'hui, oh là là, je suis bon à rien. Et puis, alors c'est de la, je sais pas, c'est de la tristesse ou de la dépression ou pas, je ne sais rien, mais c'est pas évident. Mais vous parliez tout à l'heure de savoir, je crois, de savoir reconnaître ses émotions. Et c'est vrai que moi, souvent, je me sens pas bien et je sais pas pourquoi. Bon, je change de sujet, hein, mais c'est non, évident, mais en fait, nommer en fait ce qui va pas, et c'est déjà énorme. En fait. C'est important. Moi, dans ce que j'entends, j'aurais tendance à dire que peut-être vous manquez un peu de sens, parce que vous voyez, quand on sait pourquoi on se lève, en règle générale, on va mieux. Et peut-être que vous manquez d'objectifs, vous êtes peut-être dans une période de votre vie où vous avez besoin de retrouver le sens, la direction de votre vie. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, c'est ça. Oui. Bon, là, non, mais c'est ça. Je suis prof de musique. Alors, c'est pas le métier que j'ai choisi. Je m'y suis fait finalement, mais bon, là, avec la rentrée en plus, c'est une période. Voilà, on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je supporte des fois ces des situations? Et puis voilà, est-ce que ça a vraiment un sens pour moi encore aujourd'hui? Oui. Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites, Simon, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en cette période. Et Catherine Emlé-Périssol, comment vous décodez ce que nous dit Simon? Et la perte de sens, c'est la mise en question, la remise en question, comme on dit très souvent, voilà, jusqu'à présent j'ai fait ça, jusqu'à présent j'ai été dans ce registre-là. Il est possible, en évoluant, en grandissant, dans un processus qui est très naturel, qui est un processus de croissance, que nous aspirions à autre chose, à quelque chose de différent. Et notamment, il y a un point absolument essentiel, c'est que très souvent, nous oublions combien le corps et l'esprit sont en soif d'apprendre. Et que ce soit des activités extérieures, que ce soit apprendre sur le plan corporel, et c'est-à-dire de relancer quelque chose qui a du goût, qui a de la saveur, qui a du neuf, qui est de nous coltiner aussi à quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore osé faire jusqu'à présent, où on s'était un peu enfermé dans une routine. Donc notre système, à la fois il aime la routine parce que finalement c'est assez confortable, c'est rassurant, et en même temps, oui. C'est rassurant, mais la routine ne suffit pas. Mais donc quand vous vous posez la question dès le début de l'année sur qu'est-ce que je fais là, ce que vous faites là, vous le savez très bien, c'est que vous êtes enseignant, donc vous aimez bien vos élèves, vous leur enseignez quelque chose que vous aimez, donc ça a déjà du sens et ça peut ne pas vous suffire. Donc il faut retrouver des motivations, des choses qui peuvent vous ramener vers cet élan vital dont je parle souvent, dont on a besoin de notre naissance et qui s'éteint le jour de notre mort. Mais c'est important que vous retrouviez peut-être. C'est pour ça que je dis souvent que les gens qui ont des passions sont souvent sauvés de ce sentiment comme ça de à quoi bon, quoi. Vous voyez? Ouais. Donc, peut-être ce qui est un facteur pour aider justement ce mouvement, c'est l'activité physique, l'activité pas forcément sportive, l'activité physique, incontestablement aide à entrer justement, à mettre le moteur en marche. L'amour aussi. Voilà, justement. Et l'amour. Oui, l'amour, là, on ne maîtrise pas. Mais non, je sais bien, mais ça fait partie. Oui, l'amour, le sport, le corps qui bouge. Trouver quelque chose, Simon. C'est important. Oui, oui. Ouais, c'est ma roue qui est en panne. Je vais travailler en roue, j'adore ça. Puis là, elle est en panne, alors je suis obligé d'y aller en voiture. Et ça joue. C'est rien du quotidien, mais en fait, c'est beaucoup. C'est fort probable. C'est le moment, voilà. Donc, merci en tout cas, merci de ce témoignage et de votre sincérité. On fait une petite pause, on continue avec vous bien sûr 0826 300 300. Si justement en ce moment vous ressentez des choses mais vous savez pas trop quel mot mettre dessus, eh bien on va peut-être vous aider à décoder tout ça avec Catherine Emlé-Périssol.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons à décoder les émotions qui nous traversent. Catherine Emlé-Parissol est avec nous. Vous êtes médecin, homéopathe, psychothérapeute et autrice notamment de Ma Bible des émotions aux éditions Le Duc. On retrouve Valérie. Je crois, Valérie, vous avez le même problème que Marilyn. Vous êtes avec un compagnon colérique. C'est ça. Mais ça se manifeste peut-être pas de la même manière, hein, en revanche. Oui, tout à fait. Et comment ça se passe avec lui? C'est un peu compliqué parce que les colères, j'ai du mal à comprendre, quoi. C'est-à-dire que moi, je me ferme après comme une huître. Hein. Voilà. Hein. Vous êtes blessé quand il se met en colère et du coup vous vous enfermez parce que vous ne savez pas comment reprendre le contact avec lui. Tout à fait, oui. Puis bon, moi j'aime pas le conflit en plus, alors ça me bloque quoi après. Voilà. Et il vient s'excuser après, il revient vers vous. Comment ça se passe? Non, pas forcément. Non, il reste dans le silence, pas de communication quoi. Et il ne s'excuse pas, jamais? Non. Donc, à force, j'ai l'impression qu'il doit y avoir des couches qui se superposent les unes sur les autres, non? Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Tout à fait. Donc, j'ai du mal à comprendre, voilà. Vous ne savez pas pourquoi il se met en colère? Il n'y a pas de... Je pense qu'il se met en colère déjà... C'est contre lui, mais bon, après, moi, je peux pas être dans sa tête, quoi. Si vous voulez. Contre lui, voilà. Non, c'est quand même vous qui subissez sa colère. Oui, tout à fait, mais bon, je veux dire, ces colères, des fois, il n'y a pas lieu de se mettre en colère, quoi. Bien sûr. Voilà. Et il se met en colère en dehors du couple? C'est-à-dire, quand il n'est pas avec moi? Quand il est en famille, au travail. Oui, aussi, oui, je pense, oui. Oui. Tout à fait. Vous avez pu en parler. Moi, je pense quand même, ça c'est un conseil que je peux donner à tous ceux qui nous écoutent, quand on est avec un compagnon colérique, c'est peut-être pas mal de poser la question aux parents, hein, comment il était enfant, s'il était en colère. Oui, tout à fait. J'essaye, mais bon, je veux pas trop mêler ses parents parce que je pense qu'il voyait que je fais beaucoup pour lui. Et il m'apprécie énormément, ses parents, donc voilà. Mais si vous appréciez énormément, ils prendront ça comme quelque chose de positif, c'est-à-dire que vous essayez de mieux comprendre votre compagnon. Parce que, vous voyez, les colères, elles peuvent remonter à l'enfance, et on sait que quand ça remonte à l'enfance, c'est souvent parce que l'enfant a vécu des sentiments d'injustice, et il faut essayer de remonter à la source, si je puis dire. Catherine, vous pouvez intervenir, hein, si vous voulez, parce que... Oui, mais bien sûr, mais ce que vous dites est tout à fait fondé. Donc déjà, effectivement, j'entends combien vous êtes tenté, et c'est avec ces premiers mots que vous arrivez à l'antenne en disant je ne comprends pas, je voudrais comprendre, je ne comprends pas. Et il y a dans des couples comme ça, dans lesquels l'un des deux est réactif et colérique, très souvent, chez l'autre, la tentation d'essayer de comprendre quelque chose là-dedans. Oui, mais cette compréhension ne peut pas vous aider, parce que la compréhension vient flirter, si je puis dire, avec l'acceptation. C'est-à-dire, si je comprends, ça veut dire que c'est pas si grave. Si je comprends, ça veut dire que c'est pas moi qui suis en cause. Si je comprends, je vois ce que je peux faire pour calmer un petit peu la colère. Et là, il y a vraiment un contre-modèle, si je puis dire, dans la relation avec lui, parce que plus vous essayez de comprendre, plus vous essayez de décoder, plus votre attention est fondée sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire. Et plus vous risquez d'entrer dans un jeu infernal dans la relation avec lui. Et d'ailleurs, on entend bien ce que vous dites, l'idée de rencontrer vos beaux-parents, c'est je fais beaucoup de choses pour lui. Et donc, là, il y a quelque chose qui est probablement contre-productif. C'est-à-dire, plus vous essayez de comprendre, plus vous essayez de faire quelque chose pour qu'il ne soit pas énervé et pas colérique, plus vous prenez le risque
d'aggraver, on va dire, sa propre réactivité. Donc, oui, tout à fait. Il est important que vous fassiez un pas de côté. Je ne comprends pas, mais d'ailleurs, vous n'avez peut-être pas à comprendre quelque chose qui lui appartient en propre et qui peut-être, et Brigitte a tout à fait raison, probablement issu d'une histoire qui n'est pas la vôtre en tant que couple. Parce que vous voyez, en quelque sorte, vous lui servez de punching ball. Donc tant qu'il a son punching ball, il n'a pas besoin de se remettre en question. Alors que c'est à lui, vous êtes bien d'accord Valérie, c'est à lui de faire un travail sur lui. Oui, bien sûr. En tout cas de se rendre compte, parce que là en plus il s'excuse même pas visiblement, parce que il y a des hommes qui de temps en temps ont des excès de colère et puis ensuite ils se sentent un peu coupables, ils s'excusent. Bon là on peut se dire il y a quand même une communication dans le couple, mais là même pas. Il est en colère, vous subissez, ensuite vous essayez d'oublier toute seule dans votre coin, mais c'est très très nocif pour la relation. C'est ça, c'est tout à fait. Donc c'est pour ça que en parler à ses parents, ça me paraît pas être une mauvaise idée, parce que c'est un petit peu responsabiliser quand même ses parents, qui ont certainement aussi leur responsabilité dans cette histoire, parce que si ça remonte à son enfance, voyez. Et puis, il faut quand même à un moment donné, et là je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, on est tous capables d'être en colère et on a tous le droit d'être en colère, parce que c'est quelque chose dont on n'y peut rien. Mais à partir du moment où on fait subir à l'autre notre colère, là ça marche pas. D'accord, mais oui, bien sûr. Parce que vous n'êtes pas là pour subir la colère de l'autre, vous n'êtes pas le récipient de la colère de l'autre. Il peut aller faire des arts martiaux, il peut aller faire de la boxe, mais vous n'êtes pas son punching ball. C'est ça. Non, mais je suis d'accord avec vous. Donc il faut qu'il l'entende, ça. Oui. Mais je sais que ça va être difficile pour vous, parce que visiblement vous ne voulez pas l'affrontement. Oui, ou alors dans des moments où il est vraiment, vraiment apaisé, quoi. Voilà, il va falloir que je parle, bien sûr. Là, il n'y a pas d'affrontement. S'il est apaisé, il n'y a pas d'affrontement. Il y a aussi, en évoquant cette possibilité, j'ai envie de dire, à froid, c'est-à-dire quand il n'est pas mécontent, de pouvoir, à un moment donné, dire, voilà, je me rends compte que face à tes colères, je suis complètement démunie et ça me met en 1000 morceaux. Et donc, quand je suis en colère, je préfère m'éloigner, je préfère aller marcher, je reviens, je te quitte pas, etc. Mais moi, je me mets à l'abri, et ça, c'est une parole simple. Oui, c'est ça. Oui, tu prends du recul. Je me mets à l'abri de la colère que tu déverses sur moi. Je ne suis pas celle qui, comme le dit tout à fait justement Brigitte, je ne suis pas celle qui doit subir cette avalanche de mots et de violences. Donc, je me mets à l'abri, je m'éloigne, je vais marcher, je vais respirer, je vais voir une amie, sans que ce soit une menace, hein, mais vraiment, en donnant du sens à « je m'éloigne de cette avalanche de violence ». C'est ça, bien sûr. Et qu'ils comprennent à un moment donné que de toute façon, ça ne passera pas tout seul. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une prise de conscience, ça ne passera pas. Ça peut même aller en s'aggravant. Bien sûr. Et comme par hasard, on voit qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui vont avoir ces crises de colère que de femmes. Tout simplement parce que l'homme est plus dans ce genre d'émotion. Est-ce que c'est inné ou acquis? Je rentre jamais dans ce genre de débat, moi personnellement. Mais on voit bien que il y a forte chance que ça remonte à son enfance. Oui, bien sûr. Oui. Okay. Oui, je pense. Oui, bien sûr. Alors ne la subissez plus. Vous ne lui rendez pas service. Brigitte, merci, j'adore votre émission. C'est gentil, merci beaucoup. Catherine Emle-Périssol, on va faire une petite pause, on va laisser le temps des infos, et puis je vous propose la petite devinette, ça vous donnera le temps de réfléchir. Pourquoi les femmes aiment mettre des strings? La réponse, c'est après les infos. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'écoute Sud Radio tous les jours et j'adore. Sud Radio, parlons vrai. C'est la fin de cette édition, passez une excellente journée.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Catherine Emlé-Périssol. On a beaucoup parlé de la colère. On va continuer, je pense, avec Marlène également. C'est intéressant parce que, oui, la colère, elle est fréquente dans les couples quand un des deux est colérique. Mais je voulais juste donner revenir un tout petit peu sur la tristesse. On est parfois très démunis face à la tristesse de notre partenaire aussi. On voudrait faire quelque chose et puis on ne peut pas la gérer, justement, pour reprendre l'expression qu'utilisait tout à l'heure Simon. Je crois que la seule chose qu'on peut faire, c'est juste d'être là, quoi, avec la tristesse. Peut-être le langage corporel peut aider. Qu'est-ce que vous diriez? Quel conseil vous donneriez, Catherine Emlé-Périssol? Alors, une présence confiante, c'est-à-dire que plus nous jugeons la tristesse comme un état anormal ou qui devrait passer, ou dans lequel on se dit à soi-même qu'on devrait être capable d'aider l'autre à passer ce moment de tristesse, moi, notre regard est tendre. Or, précisément, c'est de tendresse dont il s'agit là. Il s'agit d'amour, il s'agit de tendresse, il s'agit de présence, il s'agit de contact, de toucher. Et plus nous jugeons l'autre triste comme devant sortir de sa tristesse au nom d'un bien-être, au nom de voilà, on est tous positifs, etc. Un langage qui est absolument insupportable humainement parlant. Moins nous sommes capables à ce moment-là non pas de partager la tristesse, parce que c'est la tristesse de notre compagne ou de notre compagnon, mais d'être présent, confiant dans la capacité de l'autre à traverser des moments difficiles. Et d'ailleurs, on sait dans un couple, quand un couple traverse quelque chose de très très difficile, parfois ça peut justement mettre le couple en péril parce que chacun n'a pas la même manière d'être triste. Alors, ma petite devinette, pourquoi les femmes aiment mettre des strings ? Vous n'avez aucune idée, évidemment. Hein. Parce que les chattes aiment jouer avec une ficelle. C'est bien connu, quand même, enfin. C'est très connu. Hein, vous êtes d'accord, hein, Bien si sûr. vous avez une chatte, vous savez très bien que la ficelle, ça les amuse beaucoup. Voilà. J'adore. Et oui. Bonjour Marlène. Bonjour Brigitte, bonjour Catherine. Bonjour Marlène. Bon, en tout cas, vous êtes en joie, on l'entend dans votre voix. Ah bah là, j'ai bien aimé j'ai pas trouvé la devinette, et là je suis bien contente de la réponse. Eh oui. Oh, elle est mignonne, hein. Elle est très très mignonne. Elle était facile à trouver en plus, oui. Elle était facile à trouver, elle était pas très loin. Mais très très bien. Alors, vous êtes mariée depuis une bonne dizaine d'années, c'est ça? 11 ans, oui. 11 ans. Et j'ai vécu des petites colères. Alors, pas de tristesse, c'est ce que je parlais avec votre collègue tout à l'heure. Pas du tout de tristesse, même avec la perte de parents très proches. Hein, le papa pour mon mari, ma maman pour moi. On n'a pas eu à surmonter une tristesse. Et pourtant, son père, je sais qu'il a été triste, mais il ne l'a pas montré. Et je sais que ça le touche encore. Mais il n'a jamais montré, il n'a jamais montré ses états d'âme, quoi. Par contre, colère, autant moi que lui, on a eu nos différends. Mais jamais, ça n'a pas été trop loin. Moi, j'ai été plus loin que lui. Pourtant, je suis beaucoup plus faible physiquement, mais j'ai été beaucoup plus loin que lui sans avoir l'emprise de l'alcool. Que lui, les colères qu'il aurait eues envers moi, c'était vraiment avec emprise de l'alcool. Oui, on sait que ça désinhibe l'alcool, voilà. Donc ça peut en effet... Et puis moins de contrôle. C'est quelqu'un qui contrôle tout. Oui, on l'entend bien quand vous dites qu'il n'a pas montré sa tristesse. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas triste, ça veut dire qu'il met un masque par-dessus. Oui, c'est ça. Ouais. Et bon, pareil pour tout, hein, il maîtrise tout. Et c'est vrai que quand il est vraiment après une bonne soirée ou qu'il a bien bu, là par contre, même ses yeux sont plus les mêmes. Mais il n'a jamais été jusqu'à taper, mais dire des choses qui blessent énormément.
énormément, qu'on n'oublie pas, malheureusement. Oui, mais c'est une violence. Hein. On a tendance à sous-estimer les mots qui blessent, les mots qui tuent. Hein. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi de la violence. Hein. Et c'est pas acceptable. Non. Et moi, la violence que j'ai eue, c'est les enfants étaient très petits, j'étais surmenée, j'étais fatiguée, j'étais éreintée, et je partais dans des colères ingérables. Moi, j'arrivais pas à gérer, et au lieu de le prendre avec une empathie et tout de suite prendre le dessus et m'aider, il allait m'enfoncer. Il allait montrer justement à quel point il était incapable de réagir. Et donc du coup, j'aurais pu peut-être tuer tout le monde. Hein. J'ai été violent envers lui et toujours devant quelqu'un. Donc je sais pas si c'était sa nonchalance a été volontairement faite quand il y avait une preuve. Oui, c'est-à-dire que c'est intéressant ce que vous dites, Marlène. Je crois, hein, si je comprends bien, que vous essayez, par votre colère, vous essayez à l'époque donc de le faire réagir. En fait, moi, j'étais tellement à bout que je n'arrivais plus à me contrôler. Oui, j'entends bien. Jamais arrivé. C'est jusqu'à taper un homme, quand même. C'est quand même fort. Mmh. Oui, mais c'était une manière de le faire réagir. Ça voulait dire aide-moi, en fait. Ah bah oui, complètement. Encore une fois, ça n'excuse pas votre colère. J'avais hein, petits. Non, tout à fait. Et j'avais presque envie de prendre les enfants avec moi, les mettre dans la voiture et d'avoir un accident. Tellement que j'étais au bout du gouffre. Et comme si j'étais toute seule, en fait. Oui, c'est pour ça que je dis, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre colère, c'était une manière de le faire réagir pour qu'il vous aide, pour qu'il vienne à votre secours, en quelque sorte. Et visiblement, plus il ne réagissait pas, plus ça faisait monter votre colère, vous comprenez ? C'est ça, exactement. Et c'est dommage parce que si à l'époque on vous l'avait expliqué, ça vous aurait permis de vous reposer, de peut-être prendre quelqu'un pour vous aider, faire le ménage ou je ne sais quoi, mais ne pas continuer à l'agresser lui, qui visiblement ne faisait que monter votre colère. Catherine Emlé-Périssol, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Marlène ? C'est ce qu'on appelle souvent en termes d'exaspération. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose intérieurement d'exaspéré face au retrait de l'autre, de sa propre part de responsabilité. Et donc, visiblement, le côté maîtrise ou le côté je souffre, j'ai de la peine, mais je ne dis rien, témoigne chez lui d'une forme de façon dont il se retire de sa propre sensibilité. Et dans le moment où il a participer à la vie familiale, à la vie auprès des enfants, si là il se retire et que malgré votre demande, s'il y en a une, il ne vient toujours pas, il ne vous vient toujours pas simplement en aide, mais juste à participer à la vie familiale. Là, effectivement, l'exaspération, la violence, les hurlements, le fait de lui taper dessus, etc., vous vient comme un appel faute d'être entendu. Ouais, donc, c'est ça. Et c'est arrivé uniquement, alors 3 fois, et uniquement devant quelqu'un. Une fois devant ma mère, une fois devant sa mère, et une fois devant ma sœur. Ma sœur, c'était pas. Je suis partie. J'ai pas tapé rien, je suis partie. J'ai claqué la porte. Est-ce que ça voudrait dire que vous vous autorisez, vous, à exprimer cette exaspération et cette demande et cette attente uniquement devant un tiers ? Moi, je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que c'était lui qui le faisait volontairement devant quelqu'un. Parce qu'il a jamais été. Quand il n'y a pas quelqu'un qui regarde, il va m'aider. Il va pas attendre que j'explose. Je pense que c'est plus... moi, je l'ai senti que c'était plus l'inverse. C'est qu'il voulait me mettre à bout pour montrer à quel point je pouvais être méchante envers lui. Mais bon, peut-être que je me trompe. Parce que ça date de plus de 6 ans. Les enfants étaient tout petits. J'avais 2 enfants en bas âge. Il est toujours assez délicat de faire des interprétations sur les soi-disant intentions de l'autre. D'accord. C'est un peu... Faut pas que c'est l'autre fait ça pour me...
quand on s'entend dire ça, c'est voilà. Donc il est beaucoup plus important de poser votre regard déjà sur vous, ce que vous faites, parce que c'est ce que vous vivez, c'est dans ce type de situation, et là, vous vous autorisez à parler. Alors, ce qui est possible, encore une fois, Marlène, c'est que face à sa mère, votre mère et votre sœur, il était encore plus impuissant. Et ça vous a d'autant plus énervé et vous vous êtes mis en colère, vous voyez. Mais je ne pense pas. Enfin, ça me paraît votre interprétation me paraît assez improbable. D'accord. Je vois pas pourquoi. Moi, j'ai plus l'impression que votre compagnon, il a réellement du mal à communiquer. Et il est assez nul pour comprendre ce que vous ressentez, et puis surtout votre capacité à monter un peu comme ça dans les tours. Moi, je pense qu'il y a encore une fois, on l'a pas encore dit, je crois depuis 14 heures, la colère, elle provient souvent d'un sentiment d'injustice. Hein, donc, oui, c'est ça, tout à fait. Et dans votre cas, c'est très très clair. Hein. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça fait 6 ans que c'est pas arrivé. Et lui, il a eu plutôt, ça s'est un peu inversé. Et j'ai changé de métier, donc peut-être que justement j'ai pris un peu plus de recul, un peu plus confiance en moi, un peu plus, j'ai pensé plus à moi aussi. Oui. Et donc du coup là, c'est lui qui se sent un peu sur le nez, alors qu'avant c'était moi qui étais totalement surmenée. Bon, en tout cas, je pense qu'on a un peu échangé les. Oui, enfin, en tout cas, vous avez l'air quand même de comprendre un petit peu ce qui vous traverse. C'est ce qui ne semble pas être son cas, mais bon, c'est vous qui témoignez. Parce qu'il considère qu'il va bien. Donc tant qu'il considère qu'il va bien, il va pas se prendre en charge. Et il n'a pas l'ouverture, en fait, de quelqu'un qui... oui, mais là, c'est très intéressant ce que vous dites, Marlène, parce que c'est pas parce qu'on va pas bien qu'on éprouve une émotion. On éprouve des émotions. Et c'est parce qu'on est capable de les accepter et d'en faire quelque chose qu'on va bien. Vous voyez ? Oui. Vos colères, elles parlaient de vous, mais c'est la manière dont vous allez les vivre que vous allez aller bien ou pas. Je rebondis quelque chose. Sur ce que disait Brigitte tout à l'heure, c'est-à-dire quand il est face à sa propre mère, sa sœur ou vous, quand vous prenez en charge, parce que c'est quand même ce que vous sembliez faire beaucoup, de prendre en charge la vie de famille, les enfants, etc. Il se sent probablement inférieur ou pas à la hauteur ou pas comme il faut, ou pas comme il devrait, etc. Peut-être a-t-il même un sentiment de dévalorisation vis-à-vis de lui-même et d'être très démuni devant vous qui faites tout ce qu'il y a à faire pour la vie de famille, pour les enfants. Alors certes, vous pouvez monter dans les tours, mais en même temps, vous faites. Et peut-être que justement, si vous pensez un peu plus à vous et que vous êtes un peu plus centré sur vos propres besoins, vous lui laissez plus de place pour qu'il agisse et qu'il prenne ses responsabilités. Et ça lui fait du bien. En tout cas, ça a l'air de s'améliorer. Donc, on va continuer dans ce sens-là. Je pense que vous avez trouvé le bon chemin. Merci beaucoup, Marlène. On se quitte un court instant. On se retrouve pour notre rubrique C'est maintenant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Salut Émile. Salut Fernand. Je te serre jaune. Votre santé, bougez plus. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Catherine Emlé-Périssol est avec nous. Vous êtes médecin, psychothérapeute et vous parlez beaucoup des émotions et vous écrivez beaucoup, notamment Ma Bible des émotions aux éditions Le Duc. On retrouve notre chronique C'est maintenant et c'est Anastasia qui va venir nous dire quelque chose qu'elle n'a peut-être jamais dit. Et si vous aussi, vous avez envie à un moment donné de prendre la parole pour une révélation, une phrase, un mot qui a changé votre vie, n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300 et vous pourrez participer. Alors Anastasia, merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour Brigitte, merci. Et vous avez envie de nous dire ce que vous avez dit à votre enfant intérieur, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Ben, mon enfant intérieur, je lui dis je t'aime et je suis fière de toi. C'est bien, ça répare quelque chose, j'imagine. Oh là là, oui, beaucoup de choses, oui. Oui, parce que je suis issue d'une famille dysfonctionnelle
Et c'est vrai que j'ai mis du temps à comprendre beaucoup de choses. Donc j'ai vécu, tout à l'heure vous parliez de la famille avec l'attachement sécure. Moi justement j'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas d'attachement sécure. Et donc d'ailleurs je me rappelle que quand j'étais ado on me disait tout ce qu'on te demande c'est de bien travailler à l'école, c'est tout. Il n'y avait pas de signes affectueux, pas de du tout. Donc j'ai dû me faire toute seule, on va dire. Mais bon, j'arrive à la soixantaine et je me dis finalement, je suis fière de la personne que je suis devenue. Vous avez bien raison. Cela étant dit, malgré tout, des parents qui disent à leur enfant travaille bien à l'école, c'est quand même un petit tuteur qui n'est pas si négatif que ça. Tout à fait. Mais ce petit tuteur, en l'occurrence, c'est mon père qui me disait ça. Voilà, il a toujours voulu que je sois bonne à l'école et que je fasse des études. Et vous avez été bonne à l'école et vous avez réussi professionnellement ? Plus ou moins, oui, mais je veux dire, ça a été très difficile parce qu'à mon époque, on n'allait pas chez l'orthophoniste, chose que je fais actuellement. Donc ça me fait bizarre parce que 35 ans en arrière, j'ai emmené mes enfants chez l'orthophoniste en me disant « Ah tiens, ça serait pas mal », tout simplement parce que je suis dyslexique. Je fais aussi de la dyscalculie. Enfin bon, j'ai plein de 10. Et oui, mais... Ça m'a pas empêché de faire des études, et tant mieux. Bon, c'était pas exactement les études que j'aurais aimé faire. J'aurais aimé être journaliste, mais mon père m'a dit tu vas faire du droit, c'est mieux parce que journaliste, ça nourrit pas son homme. Je vous dis textuellement ce qu'il me disait. Oui, mais vous voyez, vous avez quand même réussi vos études et ça vous a donné quand même confiance en vous. Oui, heureusement parce que j'en avais vraiment besoin. J'imagine bien. Oui, et on va dire parmi ces études qui étaient plutôt conventionnelles pour moi, parce que j'ai plutôt la fibre artistique. Bon, je suis un zèbre, donc pour moi le droit c'était quelque chose de très ennuyeux. Mais bon, j'y ai découvert le yoga. Par contre, alors là, ça me faisait beaucoup de bien. Ça me permettait justement de me déconnecter à ce monde d'adulte dans lequel je vivais et qui ne me plaisait pas. En tout cas, vous avez pris conscience qu'il fallait parler à votre enfant intérieur et le fait de vous dire je t'aime, ça répare ce manque d'amour visiblement. Avant de lui dire je t'aime, j'ai eu beaucoup de choses difficiles. Pour vous donner un ordre, à titre d'exemple, à l'adolescence, j'avais beaucoup de crises de spasmophilie et tout dernièrement, j'ai découvert ça en trouvant un livre un peu comme celui de Michel Odoul, que j'aime beaucoup et que j'écoute très souvent. La spasmophilie, c'est l'alerte rouge, tout est monté d'un cran, on est en hypervigilance, en alerte permanente comme dans des allergies. C'est la maladie du manque d'amour qui s'ignore. Je manque d'amour, mais je ne sais pas que je manque d'amour. Je me sens rejetée, mal aimée, alors je veux être ailleurs. Eh bien, ça résume toute mon adolescence, où effectivement, oui, j'étais souvent prise de crise de spasmophilie et je voulais partir très loin, mais j'étais partagée entre l'idée de rester parce que je voulais rester dans cette famille où les gens ne s'entendaient pas et puis me sauver. Oui, alors justement, Catherine Emmelé-Périssol, vous êtes médecin, certes, mais vous travaillez aussi beaucoup l'homéopathie, etc. Ce que dit Anastasia, j'imagine, ça vous parle. Alors, évidemment, ça parle, c'est-à-dire c'est la façon dont le corps témoigne d'un désir non respecté, non assouvi, et que cette rencontre avec l'enfant intérieur permet d'apaiser. C'est-à-dire que le travail avec l'enfant intérieur parle de la relation que vous avez avec vous-même. Oui. La spasmophilie parle du désespoir d'être entendu par l'environnement. Oui. Et donc d'une attente de recevoir. Oui. Le travail de l'enfant intérieur, c'est l'inverse. C'est-à-dire, je me donne ce dont j'ai besoin, je me donne cet amour, je me donne cette attention, je me donne ce respect, je me donne ces encouragements, parce que c'est bon pour moi et que avec ça, je peux agir, rencontrer, parler, rire, pleurer, c'est OK.
Et la spasmophilie témoigne d'un manque d'amour dans une attente, quand je dis désespérée, c'est-à-dire c'est pourquoi ça ne vient pas, et donc toute l'attention de l'adolescent ou de l'enfant orientée du côté de qu'est-ce que je reçois, est-ce que je le reçois, je ne le reçois pas, je devrais le recevoir, qu'est-ce que je dois faire pour le recevoir, et donc on rentre là dans un système qui est évidemment très douloureux, source d'angoisse, et la spasmophilie témoigne de cet enfermement dans une attente vis-à-vis du milieu ambiant, qui est tout à fait normal, hein, mais dont à un moment donné, il s'agit bien de se libérer, non pas des autres, mais de se libérer de cette attente vis-à-vis des autres qui viendrait, soulager une forme de frustration et de peine. Oui, tout à fait. Tout le travail intéressant avec l'enfant intérieur, qui est un travail de rapport à soi-même. Eh bien, on va dire, avant de faire ce travail sur moi-même, je l'ai fait avec mes enfants. J'ai essayé de donner tout ce que je n'avais pas reçu. Oui, mais c'est bien parce que le fait d'avoir eu des enfants vous a fait vous a montré à quel point c'était essentiel de donner tout ça, et donc vous avez mieux compris encore ce qui vous manquait. Que les enfants ont quitté le nid, j'ai dit maintenant je vais m'occuper de moi. Très bien. Voilà. Mais bravo. C'est vrai que merci. J'aurais juste un petit mantra à dire à d'autres personnes, hommes et femmes qui sont comme moi, qui sont justement dans cet enfant intérieur et qui savent pas comment lui dire. Écoutez, moi j'ai un petit mantra que je me dis tous les matins quand je suis sur la route pour aller à mon travail. Je m'aime et je m'accepte exactement tel que je suis maintenant. Je suis une belle personne, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et je mérite d'être aimée pour qui je suis. Je suis en paix avec mon passé. Je concentre mon attention sur les belles choses de la vie. Je choisis les pensées qui me réconcilient avec la paix et l'harmonie. Je transforme les épreuves et les leçons de la vie en tremplin vers le bonheur. J'ai le pouvoir de progresser et de me transformer vers un mieux-être. Je me félicite pour les grandes et les petites choses que je réalise. Merci pour toute l'abondance positive qui arrive dans ma vie. Bon, voilà. Je crois qu'on n'a rien à ajouter, que à vous dire bravo Anastasia, et merci pour ce moment de C'est maintenant que vous nous avez offert. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Sexo Conseil, on va parler du manque de désir chez la femme. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio et Sud Radio, le Sexo Conseil. Eh bien, Catherine Emlé-Périssol, on va revenir sur le désir chez la femme et particulièrement son manque de désir. Le désir, c'est un petit peu avant l'excitation, hein, c'est en quelque sorte une pulsion sexuelle qui prend une forme consciente, hein, on a envie, et on sait que la pulsion chez la femme, elle est souvent moins exaltée que chez l'homme. Donc il est important de comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la zone réfractaire, hein, qui se situe entre le dernier rapport et le désir de refaire l'amour à nouveau. Et alors cette zone, on en parle souvent chez les hommes, mais elle existe aussi chez la femme. Après tout, après un rapport sexuel, il y a des femmes qui vont rester 2-3 jours sans avoir envie de refaire l'amour, d'autres plus, d'autres moins. Et elle va donc dépendre de chaque femme. Et cette zone augmente quand la femme se force à faire l'amour pour son partenaire. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Et notamment, en moyenne, hein, une femme aurait un orgasme sur un rapport sur 2. Hein, ça veut dire que à chaque rapport, les femmes ne sont pas forcément avec un orgasme, et c'est la raison qui pousse beaucoup de femmes à couper leur désir. Lorsqu'il y a d'autres raisons, évidemment, il y a la mauvaise image de son corps, il y a le rejet du sexe, il y a aussi le fait d'être avec un mauvais amant. Et il y a également des douleurs, hein. Lorsqu'il y a des douleurs lors d'un rapport, eh bien ça augmente cette zone réfractaire. Donc la solution, eh bien ça consiste à trouver les causes en amont du manque de désir. Et voilà quelques questions que peut-être chaque femme peut se poser. Avoir du désir pour qui ? Pourquoi ? Et peut-être pour moi. Voilà ce que je peux dire sur ce manque de désir chez les femmes, qui est quand même la première cause de consultation en sexologie. Catherine Emlé-Périssol, je vous laisse réagir. C'est déjà j'allais dire presque le courage de poser véritablement des mots
sur le désir, qui est un mot souvent assez difficile même à reconnaître, notamment chez les femmes. Le fait d'éprouver du désir, le fait même de désirer éprouver, de désirer sentir, de désirer une relation sexuelle est très souvent vécu, rien que le mot est vécu comme presque un gros mot. Donc la première vraiment intention, me semble-t-il, c'est de s'accorder à soi-même l'usage du mot. Et en entretien, c'est vraiment une des propositions que je fais. C'est, si c'est difficile d'en parler, vous pouvez déjà vous habituer à l'écrire ou à le prononcer pour vous-même, ou à entendre sa sonorité, ou à en révéler toute la beauté, la puissance, ou à lire des poèmes qui justement parlent de désir, d'ouverture, d'émerveillement, voilà, c'est-à-dire d'entraîner, et ça s'entraîne, l'usage du mot et de toute la puissance du mouvement d'ouverture que ça suscite. Et tant que ce n'est pas, tant qu'il n'y a pas vraiment d'appropriation, de réconciliation, j'ai envie de dire, avec le mot, ça vient empêcher très souvent le fait de partir en exploration, justement, grâce aux questions que vous posez, c'est-à-dire mais pour qui, pourquoi, pour éprouver quoi. Et donc déjà entendre que rien que le mot désir chez la femme est très souvent culturellement proposé comme un non-sujet. Donc déjà une première approche à faire vis-à-vis du terme lui-même et du mot lui-même et de tout ce qu'il contient comme puissance de curiosité, d'attrait et évidemment de sensorialité. Et rappelons que le désir, c'est pas une émotion, c'est un ressenti en fait. Non ? C'est un ressenti, c'est beaucoup plus proche de l'élan vital, l'élan. On parle souvent de fleurs qui éclosent. Enfin, il y a quelque chose d'une puissance de vie qui émerge dans le désir, et la langue est faite aussi pour activer cet élan-là. Et donc, beaucoup de femmes sont sensibles à certains mots qui viennent favoriser chez elles ce ressenti. Donc, ne pas hésiter à aller, non seulement à poser des questions, mais j'allais dire, oser y répondre. Et utiliser le mot. Oui. Et puis, moi j'essaye toujours d'aider en disant que désir, ça rime avec plaisir. Et si on parle du plaisir, on sait aussi que ça nous met en joie. Et si on veut évoquer une émotion par rapport au désir, c'est évidemment la joie. Donc on voit bien qu'on a tout à gagner à cultiver notre désir. C'est ça. Puisque la joie, ça nous met de bonne humeur, ça nous met en vie, ça nous met en bonne santé. Enfin bon, le désir est essentiel, et c'est dommage de se couper de son désir. Et quand on regarde même la forme du terme désir, dans son origine étymologique, le désir, c'est précisément ce qui soulage d'un état de sidération. Dans désir, il y a une partie qui est liée à la sidération, dans désir, et le désir, c'est précisément ce qui brise un état de sidération au profit d'une ouverture et d'un éveil. Donc, allons vers le désir. Bonjour, Émilie. Oui, bonjour Brigitte et Catherine. Merci de prendre la parole. Vous êtes vous n'êtes plus avec lui, hein. C'est votre ex, hein, je crois. Voilà, c'est mon ex, ça date d'il y a plusieurs années, mais en tout cas, quand il se mettait en colère, moi, je me faisais toute petite. Alors, j'osais quand même lui exprimer mon point de vue, mais il continuait à crier et ça servait à rien. Donc finalement, après, je me faisais toute petite et je disais plus rien et je lui disais oui pour avoir la paix. Et maintenant avec le recul, je m'en veux d'avoir réagi comme ça et voilà, heureusement maintenant vous n'avez pas à vous en vouloir, vous faisiez comme vous pouvez et en même temps vous faisiez pas si mal, parce que de toute façon, qu'est-ce que vous pouviez faire d'autre? Oui,
Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire face à quelqu'un qui est en colère ? Si on lui dit tu es en colère, ça va l'exciter encore plus. Si on l'agresse, n'en parlons même pas. Donc la seule possibilité qu'on a, c'est de, moi j'ai envie de dire, c'est de faire un pas de côté, quoi. D'accord. En entendant ça, mais oui, bien, parce que comme ça, je me trouve pas nulle. Mais non, mais c'est vrai, Catherine. Qu'est-ce qu'on peut faire face à quelqu'un qui est en colère ? On peut en parler quand il n'est plus en colère, mais quand il est en colère. Et j'ai envie de dire que quand la personne est en colère, il y a une véritable urgence à porter attention à soi. Oui, à se protéger. Oui. C'est de soi, c'est à soi qu'il faut penser dans un geste, une action, une façon de faire silence, de se mettre de côté, d'éviter, si jamais il y a une violence, d'éviter les coups, etc. C'est-à-dire, dans le moment, la personne à laquelle il faut penser le plus et avec le plus d'attention, c'est soi-même. Et c'est important ce que vous dites, parce qu'il y a des femmes qui se sont retrouvées maltraitées, voire même tuées, parce que justement elles ont voulu réagir face à leur conjoint qui était en colère. Parce que quand quelqu'un est en colère, ça peut se multiplier par 10 si on agit de manière contre-productive. Tout à fait. Donc c'est vraiment important de bien entendre ça. Donc Émilie, je crois que vous avez fait ce que vous aviez de mieux à faire. Hein. Bon, enlever un gros poids de culpabilité là. Oui, parce que après vous auriez peut-être pu, quand il était tranquille, lui signaler qu'il était qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre relation, mais pas quand il est en colère de toute façon. Je sais pas, alors là, j'ai jamais osé reparler à quelqu'un qui était en colère d'un sujet qui l'a mis en colère, justement, parce que j'avais peur que la personne se remette dans cet état et j'avais pas envie de revivre ça. Et je me rends compte que c'est en rapport avec mon enfance, où mon père nous criait dessus comme un fou pour des broutilles. Et puis, le mieux à faire, c'était de se taire et d'obéir pour survivre. Et voilà, je remarque que j'avais reproduit ce comportement avec mon ex-compagnon. Oui, mais ce qui est important, vous voyez, dans ce que vous dites, c'est qu'on voit bien que souvent, on va choisir un homme qui nous rappelle ce qu'on a vécu enfant. Hein. Et peut-être que c'est toujours intéressant à ce moment-là de comprendre, est-ce que cette relation que vous avez eue avec cet homme qui était donc en colère, est-ce que ça vous a permis de dépasser les blessures de votre enfant intérieur, pour revenir avec l'expression d'Anastasia, ou pas? Et je pense pas, parce que sinon vous me parleriez pas de culpabilité, vous voyez. En effet, non. J'ai aussi vécu une relation comme ça, toxique, où il y avait beaucoup de colère avec mon ancien patron. Et c'était une relation patron-employé, je fréquentais pas. Mais en tout cas, ils étaient souvent en colère. Et pareil, ils me criaient dessus sans raison. Et pareil, là aussi, voilà, je me taisais et voilà, pour avoir la paix, mais je le vivais très mal. Oui, c'est ça, vous le vivez très mal. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. C'est-à-dire que, évidemment, qu'il faut se taire et qu'il faut éviter de réagir face à quelqu'un qui est en colère. Mais il faudrait pouvoir se dire, c'est son histoire, ce n'est pas la mienne. Et c'est là toute la différence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que vous puissiez être, entre guillemets, indifférente face à quelqu'un qui est en colère, puisque ce n'est pas votre histoire. Mais ça l'est, puisque vous avez eu un père. Vous voyez, c'est toute cette nuance-là. Et c'est en ça, je crois, que j'avais envie de parler aujourd'hui de cette intelligence relationnelle. Catherine Emily-Parissol, qu'est-ce que vous, avec vos mots, vous direz aussi des choses très intéressantes? C'est très important d'entendre qu'effectivement, dans une relation avec un homme qui a un comportement colérique, violent, etc., à la fois nous pouvons dire c'est pas mon histoire. Lui, c'est sa colère, ça lui appartient en propre dans sa vie, etc. J'y suis pour rien. Sauf que nous sommes dotés toutes et tous de mémoire. Et donc, nous avons beau nous dire que c'est pas mon histoire, c'est la sienne, ça devient notre histoire à partir de la mémoire qui est la nôtre. C'est-à-dire à partir de la mémoire d'enfance qui, bien naturellement, en tant qu'enfant, cherchait de façon tout à fait, quelquefois même obsédante, chez certains enfants,
à faire quelque chose par rapport au père pour que le père cesse d'être en colère, puisque l'enfant, très souvent, s'attribue à lui-même les causes de la colère du parent. Et donc, c'est très juste. C'est à la fois, c'est pas mon histoire, mais c'est mon histoire à partir de la mémoire qui est la mienne. Et donc, ce que nous avons évidemment tout intérêt à faire, c'est d'aller regarder ce qui relève de notre histoire, de ce qui nous appartient en propre dans la relation avec la colère d'un tiers et pas n'importe lequel quand il s'agit d'un parent. Et là, du coup, nous pouvons revenir à nous et rentrer en rapport avec certains comportements que nous avons pu avoir, qui étaient pleins de sens en tant qu'enfants, mais que nous avons petit à petit à regarder avec la distance de l'adulte qui est de « j'ai fait ça enfant ». Quel est le sens de continuer à faire comme si j'étais un enfant avec mon parent? Et là, nous allons pouvoir effectivement dissocier, nous distinguer de l'autre parce que nous aurons fait la paix avec notre propre histoire. Voilà, et ça je crois que Émilie, c'est très intéressant pour vous parce que ça va continuer à vous faire avancer. Et merci beaucoup de ce témoignage. On va faire une petite pause et il est déjà temps de conclure et on va donc donner la parole à Sarah dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Catherine Emlé-Périssol est avec nous. Vous êtes médecin, psychothérapeute. Vous avez écrit également Ma Bible des émotions aux éditions Le Duc. On a oublié de dire une chose quand même essentielle, Catherine Emlé-Périssol. C'est quand même à peu près normal en tant qu'individu, lorsqu'on est face à quelqu'un qui est en colère, d'avoir un peu peur. Bien sûr. Parce qu'on l'a pas dit depuis tout à l'heure, mais je veux dire, c'est quand même un peu normal. C'est mieux en le disant. Oui, je trouve que c'est mieux en le disant, ça va rassurer beaucoup de gens parce que franchement... C'est une manifestation saine que d'éprouver de la peur face à un excès, on va dire, de puissance, d'expression, de quelque chose qui est en excès par rapport à une norme, on va dire, comportementale et mentale. Et donc, le fait d'éprouver de la peur, c'est tout à fait sain, puisque la peur a vocation à mobiliser soit un éloignement, soit de se faire tout petit, soit d'attaquer d'ailleurs. Soit d'attaquer, c'est l'autre solution, et à ce moment-là, ça devient effectivement un conflit ouvert. Mais le fait d'éprouver des sensations, des émotions face à un comportement dont le visage et le corps témoignent d'une forme d'agressivité est tout à fait naturel. Voilà, donc c'est dit, quand même, il était temps parce qu'on est en fin d'émission. Bonjour Sarah. Bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité. Catherine qui est avec nous. Alors, vous avez un conjoint qui est également très colérique, hein, c'est ça? Plutôt, qui a tendance à l'être moins avec les années, du moins depuis qu'on s'est rencontrés. C'est drôle que vous parliez de peur juste à l'instant, parce que moi, ça me faisait très peur au début quand on s'est rencontrés. Mm-hmm. On est très différents, on a une gestion des émotions très différente. Et moi, j'ai grandi dans un climat où justement, il y avait beaucoup de colère à la maison. Donc je crois qu'en grandissant, j'ai toujours eu tendance à fuir un peu ça, et fuir des compagnons comme ça. Et pour autant, la vie me ramène toujours à ça sur mon chemin. Comme c'est curieux. Oui, voilà. Et du coup, je me suis dit, moi, par exemple, quand dans notre relation, il avait tendance à se mettre en colère, moi, je pensais toujours qu'il allait me quitter. Ouais, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui va pas? Souvent, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et je voyais toujours de suite la séparation, alors qu'en fait, lui, se mettre en colère, c'était quelque chose de C'est mal, intéressant aussi ce que vous venez de dire, parce que qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comme si on était forcément toujours aussi responsable de la colère de l'autre. Hein. Oui, alors que je me suis rendu compte que pas du tout. Oui, mais ça, c'est la relation. Sur le chemin, je me suis dit que, en fait, communiquer. Je me suis rappelé que je me suis construite avec ça, que communiquer c'était important. Et donc on a déjà parlé de la façon dont lui voyait la colère et la façon dont il l'exprimait, et comment moi, je la recevais. Oui, c'est bien. Qui était très différente du coup. Et alors il m'a expliqué, il me dit mais pas du tout, c'est pas parce que je me mets à crier ou que je monte dans les tours que je vais te quitter. Pas du tout. Donc moi déjà ça m'a un petit peu rassurée aussi. Je me suis posé aussi la question de pourquoi je faisais tout ce chemin dans ma tête pour en arriver à cette peur.
Et ensuite, on a communiqué. Et parce qu'il peut y avoir des colères anodines, pour des petites choses, et des disputes, des discussions de fond, vraiment pour des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Et en fait, du coup, on a fait la différence entre les deux, déjà. Et ensuite, moi, on s'est aperçu que dans sa gestion de colère, lui, il avait besoin souvent que ce soit tout de suite et de se retrouver seul, de partir, extérioriser. Alors que moi, j'avais du mal à lui laisser ce temps et cet espace. Et ensuite, moi aussi, du coup, j'avais tendance à monter, à surenchérir. Donc, franchement, ça n'était pas du tout dans le fait de redescendre dans l'émotion. Ce que je voyais pas de mal, parce que je me disais, après tout, on la vit, etc. Alors, entre-temps, on a eu un enfant et ça change beaucoup de choses. Parce que pour moi, c'est hors de question de partir dans les tours devant un enfant. Justement, j'en ai trop souffert, donc j'ai bien trop travaillé avant pour que justement ça n'arrive pas. Et en fait, donc moi, mon travail, c'est de lui laisser cet espace-temps. Mais moi, le mien, c'est de pas surenchérir en disant attends Sarah, qu'est-ce que là toi tu ressens, et de pas l'accuser aussi encore plus. Et j'allais beaucoup dans ce tu accusateur et de faire une liste de reproches d'un coup. Ça avance pas et ça aide pas du tout pour la colère. Après, je suis jamais rentrée dans la peur excessive de tant mieux de se dire tiens, il va tout casser. Mais qu'est-ce que excusez-moi Sarah, mais qu'est-ce que vous dit votre compagnon quand justement il se met en colère, pas à cause de vous, mais parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous savez, parfois il y a des hommes, ils vont se mettre en colère parce qu'ils ont cassé un verre et ils se mettent en colère. Et en final, c'est un peu contre eux-mêmes, parfois. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il vous a expliqué? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors, tout de suite, quand il vit sa colère, justement, il est complètement, il dévie complètement du problème. C'est-à-dire que très souvent, il va s'énerver pour quelque chose qui n'est pas à sa place, ou que j'aurais pu dire ou faire, et justement, il va m'attaquer plutôt. Il s'en prend un peu à tout ce qui est autour de lui, on va dire, alors que justement, ça fait un peu bouc émissaire, peut-être que justement je n'ai rien fait, donc ça j'ai appris à le comprendre. Et alors que du coup, il fuit un petit peu, alors il a la réponse évidemment inconsciemment, mais là tout de suite quand la colère monte, il y a tout qui se brouille. Et il a fini par me dire donc justement que souvent c'était pas ma faute et qu'il a vraiment besoin de l'exprimer déjà. Il a du mal lui à la garder pour plus tard, par exemple, et il a besoin d'être seul. Et on a trouvé cette entente d'un petit peu de, par exemple, je pars, lui il part, il me dit je pars, je vais marcher. Très bien. Voilà, ou je vais conduire, ou j'ai besoin d'être un peu seule. Ok, tant mieux, parce que franchement, vu qu'il n'est pas lucide sur peut-être le pourquoi du comment, le problème, que moi j'en rajoute si je m'en prends plein la tête alors que finalement c'est pas ma faute. Mais là, ce qui est intéressant, Sarah, c'est qu'au moins là, il est conscient que il est en colère, que c'est pas de votre faute, etc. Oui, mais parce qu'on a travaillé, parce qu'on a communiqué. Et qu'il arrive même à partir pour vous éviter de subir sa colère. Mais est-ce qu'il n'a pas envie, peut-être, de travailler justement pour arriver à la gérer, en tout cas la canaliser mieux. C'est un peu ce qu'on a envie parce que Catherine Emilé-Parissol, il a déjà fait une part du chemin, c'est-à-dire qu'il a déjà pris conscience. Il a déjà pris conscience qu'il y a quelque chose en lui qui, c'est comme un volcan. Est-ce qu'on peut dire que le volcan a besoin d'exploser? On n'en sait rien, mais en tout cas, il y a bien quelque chose d'une force en lui qui fait que le fait d'exploser est sur le moment une solution à un processus, mais qui lui échappe complètement. Donc le fait d'être plus à l'écoute de qu'est-ce qui se joue et qui traduit sous la forme de ces cris ou sous la forme de cette exaspération et de cette colère, de cette violence, évidemment, ne peut que favoriser un apaisement. Alors, il ne s'agit pas d'éradiquer complètement la colère, ce n'est pas possible. Mais au moins de pouvoir être encore un peu plus participatif à son propre processus. C'est déjà énorme qu'ils disent effectivement je vais marcher, alors je vais conduire. J'ai envie de dire que en tant qu'automobiliste, c'est pas la meilleure chose à faire. Mais marcher, c'est une très très bonne chose.
marcher, courir, faire de la boxe. Donc utiliser son corps comme espace pour utiliser cette émotion, mais surtout cette puissance, parce que la colère est une façon de témoigner d'une énergie. Très souvent, d'ailleurs, l'énergie de la colère est d'autant plus volcanique que la personne s'est retenue préalablement d'exprimer son besoin d'une façon plus saine. Donc, c'est ça qui peut être intéressant, effectivement, à regarder, et d'autant plus qu'effectivement, il a fait déjà une partie du chemin en reconnaissant qu'il y a quelque chose en lui qui réagit et qu'il souhaite ne pas en faire subir les conséquences ni à vous ni à votre enfant. C'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà beaucoup. Donc Sarah, je pense que ce serait pas mal. Et encore une fois, puisqu'on est en fin d'émission, moi j'aurais juste envie de dire que pour beaucoup d'hommes qui, en effet, on sait qu'il y a beaucoup d'hommes qui se mettent en colère et qui savent pas très bien pourquoi. Je crois que c'est tout simplement, j'ai envie de dire à tous ces hommes, parce que vous savez que je les aime, moi les hommes, travailler sur justement votre relation à votre identité masculine, parce qu'il y a forcément quelque chose qui a été inhibé ou mal traité dans votre enfance, et c'est bien que vous puissiez vous réapproprier votre condition d'homme plutôt que de vous mettre en colère. Je pense. Vous êtes d'accord, Catherine? Tout à fait. C'est essentiel, c'est sain, et donc c'est se réconcilier avec soi-même en tant qu'homme, pour entendre que cette humanité d'homme peut se traduire, peut se dire, peut se raconter, peut se sublimer, et c'est très très important de pouvoir se réconcilier avec cette énergie. Absolument. Et qui est une énergie identitaire. C'est je suis un homme. Avec cette force énergétique des hommes. Catherine Emlé-Périssol, merci beaucoup de cette émission. Je pense qu'on a bien avancé sur la compréhension et sur l'émotion relationnelle. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Demain, on sera avec Seymour Bruxelles et on parlera, justement aussi de ces énergies subtiles que notre corps donne. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci de donner la parole, et vous êtes une radio engagée. L'information est pertinente. Sud Radio.